Il existe dans l'histoire des technologies un moment singulier, presque imperceptible, où ce qui semblait irréversible commence à se défaire. Non par l'irruption d'une catastrophe, mais par une accumulation discrète de petites évidences qui, un matin, forment un tableau d'ensemble dont la signification ne peut plus être mise en doute. Et nous sommes bel et bien en train de vivre ce moment. Depuis 2 décennies, le modèle Software as a Service a façonné l'architecture mentale et opérationnelle des entreprises avec efficacité et est devenu la condition naturelle de l'activité économique moderne. HubSpot pour le marketing, Jira pour les projets ou encore Zendesk pour le support. Chaque fonction de l'entreprise était alors capturée, encodée et enfermée à bord d'un outil hébergé sur Internet que d'autres administrent, maintiennent et bien sûr facturent. Le cloud est devenu une infrastructure civilisationnelle et la souscription un horizon indépassable. Ce que l'on a tendance à occulter pourtant, ou ce que l'on n'a jamais eu le loisir de formuler avec netteté, c'est que l'offre logicielle moderne n'a jamais vendu de la logique métier pure. Elle a vendu un empaquetage. La réunion forcée dans un seul contrat, un seul abonnement, de 3 piliers hétérogènes que l'urgence de l'époque et la maturité insuffisante des outils alternatifs condamnés à faire coexister ensemble. Les 3 piliers du logiciel pouvaient être résumés en une couche de données, une couche réservée à la logique et enfin une dédiée aux interfaces. Et c'est précisément cet empaquetage qui est aujourd'hui en train de se diviser. Pour comprendre ce qui s'est mis en place depuis maintenant quelques mois, il faut observer la structure même du logiciel. Comme je vous l'ai dit, un logiciel de service, dans sa structure fondamentale, repose sur 3 couches superposées dont chacune assume une fonction bien précise. La première est celle des données qui regroupe tout ce que l'entreprise stocke, accumule et enregistre sur ses clients. On y trouve par exemple ses transactions, ses produits ou encore ses interactions. C'est la matière première, le substrat même de la mémoire organisationnelle. La deuxième couche est celle des logiques métiers avec l'ensemble des règles, des workflows et des automatisations. Ce sont en quelque sorte des conditions qui, articulées les unes aux autres, font fonctionner l'entreprise selon ses propres exigences opérationnelles. Et puis, nous avons la troisième qui est celle dédiée aux interfaces. Ce sont par exemple les écrans, les boutons, les tableaux de bord ou encore les formulaires. Cette troisième couche regroupe l'ensemble de ces représentations graphiques qui rendent manipulables par l'humain les 2 couches précédentes. Depuis 20 ans, ces 3 couches étaient la matrice inséparable de tout produit logiciel. Elles étaient vendues ensemble et étaient consensuellement indissociables et verrouillées dans un même périmètre contractuel. Pour illustrer ce paradigme, si vous souhaitiez la logique de gestion d'un pipeline commercial, vous étiez dans l'obligation d'acquérir simultanément la base de données correspondante ainsi que les règles d'automatisation et l'interface de saisie, que cette dernière vous plaise ou non d'ailleurs. Vous vouliez automatiser vos workflows du support client, alors vous achetiez avec eux un écran que vos équipes allaient devoir supporter en silence des années durant. Bien sûr, ce couplage n'était pas un choix délibéré de nuire à l'utilisateur, mais plutôt la conséquence technique d'une époque où dissocier ces couches aurait exigé des compétences de développement hors de portée pour la majorité des organisations. Le paquet était en son temps une solution raisonnable à un problème réel. Mais voilà, force est de constater que ce temps est révolu. Et les éditeurs de logiciels, tout comme ceux qui ont fait des interfaces utilisateurs leur spécialité, parfois ronflante et à l'efficacité souvent discutable, ferait bien de s'en préoccuper. Car 2 de ces 3 piliers sont en train de se dissoudre. Et ce n'est pas marginal, ni progressif, et donc aux antipodes de ce que pourrait montrer une courbe rassurante pondue par des consultants en transformation digitale. Non, le changement est en fait assez radical et suit une logique qui rend la trajectoire irréversible. La couche d'interface, ce que les équipes produits ont passé des années à concevoir, tester et affiner selon les principes du design centré utilisateur, est la première à s'effondrer. Et ce, sous le poids d'une évidence que l'industrie du logiciel n'a pas encore complètement assimilée. Cette évidence tient dans le fait que l'interface graphique n'a jamais été une fin en soi. Elle n'a été qu'une simple compensation, une prothèse conçue pour pallier l'incapacité des machines à comprendre le langage naturel. Nous avons passé des décennies à apprendre aux humains à parler aux machines dans leur langue. Du code, des clics, des menus déroulants, des champs de saisie, des filtres ou encore des vues Kanban, et tout ça
parce que les machines étaient incapables d'entendre la leur. Cette inversion anthropologique, cette anomalie fondamentale qui consistait à formater l'intention humaine pour la rendre ingurgitable par un système informatique, s'est imposée si durablement qu'elle en est venue à sembler naturelle. Or, elle ne l'a jamais été. Aujourd'hui, les grands modèles de langage permettent ce qui relevait encore récemment de la science-fiction fonctionnelle. En gros, exprimer une intention complexe en langage ordinaire permettant d'obtenir une exécution précise. Et pour cela, nous ne sommes plus assujettis à un terminal réservé aux développeurs ou encore à une interface de requêtage spécialisée. Non, rien de tout ça, il s'agit juste d'une conversation la plus banale qui soit. Il vous suffit aujourd'hui de demander « Donne-moi la liste des clients qui ont renouvelé leur contrat en 2026, mais dont la valeur d'abonnement a baissé de plus de 15%. » Voici une requête qu'aucune interface logicielle traditionnelle ne sait traiter nativement et qu'un modèle de langage connecté aux bonnes données exécute en quelques secondes. L'interface graphique comme couche architecturale obligatoire et, si vous préférez, comme condition nécessaire à l'accès aux données et aux logiques, est tout simplement en voie de devenir optionnelle. Puis, s'en suivra une simple anecdote résiduelle, et puis pour finir, pour une large part des usages professionnels, totalement superflus. Évoquons à présent la deuxième couche qui est en train de se dissoudre, celle des logiques métiers. Et c'est ici que la disruption prend une dimension véritablement structurelle et susceptible de recomposer l'ensemble de l'écosystème logiciel. Les workflows que les éditeurs de logiciels ont packagés dans leurs produits sont par construction des logiques figées. Elles ont été encodées par des ingénieurs qui ont interprété un besoin générique, traduit en règles fonctionnelles stables et déployé à des milliers d'organisations qui doivent ensuite adapter leur processus réel aux contraintes de la logique implémentée. L'entreprise se plie alors au logiciel plutôt que l'inverse où le logiciel devrait épouser l'entreprise. Ce renversement a engendré des coûts considérables, souvent difficilement cernables. On retrouve par exemple des coûts d'onboarding, de formation ou de contournement. Il ne faudrait pas non plus éloigner d'un revers de la main les coûts de la résignation silencieuse devant un outil qui ne fait pas tout à fait ce dont on aurait besoin. La promesse des agents d'intelligence artificielle est précisément l'inverse de cette logique. Elle n'est pas de packager des workflows génériques en espérant qu'ils conviennent à la majorité, mais bien de synthétiser, en temps réel, la logique exacte dont un contexte spécifique a besoin à partir d'une instruction en langage naturel, d'un accès aux données pertinentes et d'une capacité d'exécution. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est un changement de paradigme. Et c'est précisément ce que je propose à mes clients. Un système opératoire qui repose sur l'intelligence artificielle agentique. Ce système vous permet d'interagir en langage naturel avec tout l'écosystème de votre activité et en totale souveraineté. Vous pouvez extraire, consulter et orchestrer vos propres ressources agentiques et leur déléguer les tâches opérationnelles de votre choix et selon vos processus métiers. Ce système est extensible à l'infini et constitue le socle opérationnel et stratégique de votre activité. Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, eh bien, je serais ravi de vous en faire la démonstration. Pour cela, prenez directement contact avec moi et choisissez le créneau horaire à votre convenance. Le lien est présent dans la description. Ceci étant dit, revenons à notre épisode. Quand la logique métier peut être générée à la demande, adaptée au cas particulier, modifiée sans reconfigurer un outil, la valeur intrinsèque d'un éditeur logiciel qui propose des workflows préconstruits s'effondre. Non parce que ces workflows sont mauvais, mais parce qu'ils sont par définition génériques. Et la généricité, dans un monde où la spécificité devient accessible à coût marginal, voire nul, n'est plus une qualité. Elle devient un défaut. Alors si deux piliers du trépied de l'approche logicielle standard s'effondrent, que reste-t-il ? Si la réponse est sans appel, elle recompose néanmoins entièrement la cartographie de valeur de l'industrie logicielle. Ce qui demeure, ce qui résiste et ce qui ne peut être désintégré par les modèles de langage, c'est la donnée exclusive. La donnée que nul autre que l'éditeur ne possède, la donnée qui est elle-même le produit et non pas simplement le support d'une logique ou d'une interface. Par exemple, Bloomberg survit non parce que son interface est belle, ni parce que ses workflows sont ingénieux, mais parce que ses données sur les marchés financiers sont irremplaçables. LinkedIn survit parce que le graphe de relations professionnelles qu'il a constitué sur 2 décennies ne peut pas être répliqué par un agent.
Shopify survit, en partie, parce que la connaissance transactionnelle agrégée de millions de boutiques crée une intelligence collective à laquelle aucun concurrent ne peut prétendre à court terme. La question que toute organisation doit désormais se poser, et ce avec une franchise que les cycles d'investissement passés n'encourageaient guère, est finalement assez simple. Le SaaS, que je paye pour ce qu'il est, une interface, des logiques et une base de données, continuerait-il d'exister si ces données n'étaient pas exclusives ? Pour la majorité des outils de productivité, de gestion de projet, de CRM mid-market, de support client ou encore de collaboration documentaire, la réponse est non. Les données que ces outils hébergent sont en réalité les données de leurs clients. Elles sont portables, extractibles et parfaitement réorchestrables par autre chose. Et c'est encore plus vrai avec les obligations liées à la RGPD. Ce que l'on observe déjà sur le terrain, et ce n'est pas encore visible dans les rapports annuels des éditeurs, dont les mécaniques de renouvellement masquent la dégradation réelle de la rétention, c'est une mutation progressive des logiques d'achat dans les entreprises les plus avancées technologiquement. Ces équipes d'ingénierie cessent de chercher un logiciel pour chaque problème. Elles construisent d'ores et déjà des pipelines de données qui alimentent des agents. Elles remplacent des abonnements par des workflows orchestrés sur des modèles ouverts et des API de modèles de fondation. Elles découvrent, avec une surprise mêlée d'irritation rétrospective, que la plupart de leurs besoins opérationnels peuvent être couverts par une centaine de lignes de code, un accès à leurs données propres et une structure agentique correctement architecturée. Si au moment où je conçois cet épisode, ce mouvement est encore minoritaire, sachez qu'il ne le restera pas. La dynamique historique des disruptions technologiques suit rarement une progression linéaire. Elle suit une courbe à l'accélération soudaine, comprenant une longue période d'invisibilité, puis un basculement brutal au moment où le nouveau paradigme atteint un seuil de facilité d'accès qui en démocratise l'usage. Nous n'en sommes pas encore à ce basculement généralisé, mais les signes précurseurs sont suffisamment nets pour que les décideurs qui attendent une confirmation externe risquent fort de la recevoir trop tard. La tentation sera alors grande, comme elle l'est toujours dans ces moments de transition, de ramener l'analyse à un conseil pratique immédiatement actionnable. Par exemple, arrêter d'acheter du logiciel comme un service pour commencer à construire des agents. Alors là, ce serait une simplification aussi séduisante qu'inexacte. Vous le savez, la réalité est bien plus nuancée et surtout plus exigeante. Ce que cette dissolution du modèle Software as a Service suppose, en première instance, c'est une réévaluation radicale de la logique d'investissement technologique. Il s'agit moins de s'interroger de quel serait l'outil qui couvre tel besoin que davantage de se pencher sur la couche de valeur réelle de cet outil. Et surtout, laquelle de ces couches me créera encore de la valeur d'ici 5 ans. Pour les outils dont la valeur repose exclusivement sur l'interface et les logiques packagées, sans aucune donnée exclusivement propriétaire, la question du remplacement doit être posée dès aujourd'hui. Non pas comme un horizon théorique, mais comme un projet de transformation avec une temporalité définie. Pour les outils dont la valeur repose sur des données exclusives ou sur des intégrations réglementaires et de conformité qui nécessitent une infrastructure certifiée, la pérennité semble à ce jour peu probable. Alors, bien sûr, l'analyse doit être conduite avec davantage de nuances. Pour les organisations elles-mêmes, la priorité stratégique numéro 1 est désormais la souveraineté de leurs propres données. Pas seulement dans une logique défensive de protection, mais dans une logique offensive d'activation. Chaque entreprise qui a accumulé des données sur ses clients, ses opérations ou encore ses produits au fil des années possède un actif dormant d'une valeur considérable. Cet actif, qui était jusqu'ici contraint par l'architecture des outils qui le captaient, devient orchestrable de façon autonome à mesure que les modèles de langage abaissent le coût d'accès à la logique. L'histoire du logiciel comme un service sera vue en 2035 comme celle d'un interlude qui fut remarquable, une époque où l'insuffisance des outils d'interprétation du langage naturel a rendu nécessaire et surtout profitable l'empaquetage de 3 réalités hétérogènes dans un contrat unique et récurrent. Une époque où les entreprises ont accepté, faute d'alternative, de payer pour des interfaces dont elles n'avaient pas besoin, des logiques dont elles ne contrôlaient pas la granularité et des données dont elles ne récupéraient pas souverainement la portée. Cette époque est en train de se refermer, et ce, non pas dans le fracas d'une disruption spectaculaire, mais dans un glissement discret, progressif et inéluctable qu'une partie de décideurs commence à constater, parfois avec incrédulité,
parfois avec une légère euphorie, que ce pourquoi il payait une fortune pour désormais être obtenu autrement, plus précisément, plus économiquement et avec davantage de maîtrise. Le logiciel n'est pas en train de mourir, il est en train de se désintégrer en ses composants élémentaires. Et dans cette désintégration, ce qui compte à mon sens n'est pas de savoir quel outil acheter demain, mais plutôt de comprendre quelle couche de valeur vous possédez réellement, et laquelle est simplement louée à un tiers qui, peut-être, n'existera plus dans 5 ans.